Actuellement, je suis en structure EHPAD, mais je viens de finir une série de 23 ans en long séjour, accueillant des personnes qui sont atteintes de maladies de la mémoire et avec des troubles à des stades sévères de la maladie. Et donc là, vous commencez une nouvelle aventure, À enfin, peu près, je veux dire, ok. c'est une nouvelle aventure parce que je pars à la formation surtout et en même temps EHPAD, quoi. Je n'avais pas une expérience dans les EHPAD telles qu'elles sont. D'accord, d'accord. Probablement, au bout d'un certain temps, on a besoin de souffler, de changer un peu et d'entamer autre chose. Mais c'est Hmm. surtout pour la formation, parce que c'est vrai que sur ce domaine, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à dire et il faut sortir de nos établissements pour faire connaître ce qui s'y Hmm. passe, Hmm. un peu. Le problème fondamental, c'est que depuis de nombreuses années, on parle de la maladie et on fait de la recherche sur la maladie, sur ces maladies de la mémoire, à leur stade de début ou à leur stade modéré. Or, moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer des personnes à des stades beaucoup plus avancés de la maladie et qui ne correspondent absolument pas ni à ce qu'on voit à la télé, ni à ce qui se dit, ni à ces mêmes personnes que certains de nos confrères voient à la consultation 5 minutes ou 10 minutes. Bien qu'on sache qu'il y a 57% de ces malades qui vivent à domicile et dont un tiers sont à des stades sévères, mais c'est vrai que le propre de l'établissement, c'est qu'il va accueillir ces personnes au stade terminal. Et à ces stades-là, nous avons une complexité de la prise en charge parce que vous avez quelqu'un qui arrive où la famille a posé les armes. Ça veut dire que quand il arrive chez nous, c'est qu'ils ont épuisé toutes leurs possibilités. Donc ils arrivent coupables et incapables. Coupables d'abandonner et avouant leur incapacité de pouvoir continuer. Donc déjà, c'est toute une problématique. Et nous arrivons et nous accueillons des personnes qui sont à un stade de la communication, du moins verbale, très difficile. Et donc on va se poser toutes les questions. Toutes les questions d'abord éthiques, ça veut dire que ces personnes-là, quoi qu'on raconte sur le consentement éclairé et le reste, ils ne sont pas en état de donner un consentement éclairé. Donc on est en porte-à-faux déjà vis-à-vis d'eux, dans la rencontre. Ensuite, on nous raconte plein de choses sur il faut créer un projet de soins, il faut créer même un projet de vie. Je ne sais pas si on peut faire un projet de vie de quelqu'un. Enfin, en tout cas, tout ça, il faut l'écrire quelque part. Parler de projet de soins, de prise en soin d'une personne dont on ne connaît pas ses désirs actuels, parce qu'on sait ce qu'elle a été, on sait ce qu'elle fait par ses parents, par sa famille, mais on ne sait pas ce qu'elle est actuellement et quels sont ses besoins. On part à ajuster au coup par coup et on part à apprendre une personne dont les normes de communication, le discours et le langage ne correspondent absolument plus à ce que nous savons. Avec un personnel qui est formé sur la maladie d'Alzheimer, mais pas sur le malade, pas sur la personne qui est atteinte de cette maladie et tout ce qui se bouscule dans sa tête et dans ses repères sociaux, affectifs et le reste. Et vous voyez un peu cette rencontre, vous voyez un peu le volcan dans lequel se retrouve le soignant quand il est digne de ce nom et quand son soin ne se limite pas à laver, à nettoyer, à donner à manger et le reste. Mais quand bien même ce soin-là, il va poser problème. Parce qu'on va toucher à un corps sans permission, on va dénuder des personnes qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas pourquoi on les touche, peut-être qu'ils ne se sentent pas malades, et en même temps, on va les dénuder, on va les mettre à nu, sans leur consentement. Et avec le questionnement de se dire pourquoi, à quoi ça sert, et où vont-ils, et qui je suis, et après on peut faire plein de choses autour. On peut se poser plein de questions autour. Donc effectivement, c'est un soin qui est à part et dont on ne parle pas. On commence depuis quelques années à se poser les questions sur les personnes qui se retrouvent à des stades très sévères. On n'avait pas beaucoup d'échelles d'évaluation et quand bien même, je ne vous dirai pas ce que je pense des échelles. Hein, voilà. Ce sont des humains. Je dirais, après, on peut mettre des chiffres dessus, mais chacun de ces malades va arriver avec son histoire de vie, avec sa problématique, avec ce qu'il est, lui. Et il va falloir que je rentre dans des cases et dans des ordinateurs et dans des classeurs. Ça ne peut pas se faire. Donc vous voyez un peu toute la difficulté qui est de travailler avec ces personnes à ces stades de la maladie et en nous disant comment on peut faire, on improvise parce qu'il nous pousse à l'improvisation dans la relation
il nous pousse à l'improvisation et voire au génie de pouvoir inventer la solution qu'il faut et qui ne répond pas à ce que chacun de nous avait appris dans ses métiers, hein, de l'ASH jusqu'au médecin, jusqu'au directeur, c'est plus du tout les normes. Donc il nous pousse dans nos retranchements, mais nous n'avons ces retranchements, il n'y a rien derrière. Ça veut dire on joue un peu à découvert. Et on a appris ça comme ça. Et arrive un moment où on se dit, nos établissements ne sont pas connus, le travail avec ces personnes n'est pas reconnu. Et sans être dans un sentiment dans un ressentiment quelconque, mais la réalité, elle est à mille lieues de ce que ceux qui nous donnent des conseils savent. Et j'avais envie effectivement de pouvoir en parler ailleurs. Comme je dis, quand je parle d'eux dans les congrès ou quand je parle en leur nom et quand je les cite ou quand je les filme, c'est pour que je puisse un peu transmettre ce qu'ils auraient pu dire eux sur les conditions dans lesquelles ils sont soignés. Alors dans mon expérience, il y a deux choses. J'ai créé depuis la canicule des ateliers qui réunissent comme ça à titre gratuit, qui réunissent du personnel du directeur à l'assistante sociale, à l'animatrice, voire maintenant on a des familles qui viennent, où on traite de thématiques, hein, communiquer, expliquer des symptômes de la maladie, du quotidien de ces personnes. Parce que vous savez que malheureusement c'est une maladie qui va se décliner sur tous les actes de la vie quotidienne. Elle a des conséquences sur tout. De la parole au sommeil, en passant par la toilette, par l'habillage, par tout ça. Donc ça, c'est à part. Mais les autres formations, ils s'adressent surtout aux soignants en établissement. Parce que malheureusement, on n'est pas sans savoir, il ne faut pas qu'on se fasse la politique de l'autruche. On sait très bien qu'on n'a pas un personnel qui vient là, ou très peu, par désir de travailler avec ces personnes. Parce que pour avoir un désir de travailler avec quelqu'un, encore faut-il le connaître un peu. Moi, j'étais toujours sidérée par le fait qu'on travaille par exemple en gériatrie sans savoir comment on vieillit d'une façon normale. Comment entend la personne âgée, comment voit la personne âgée. Est-ce qu'elle voit, elle entend comme moi, est-ce qu'elle utilise le même langage, est-ce qu'elle fonctionne un peu comme moi. Le propre de la vieillesse, c'est qu'on n'a jamais été vieux pour savoir comment on vieillit. Et donc on est obligé de connaître un minimum de choses. Vous savez, je me bats à dire qu'il ne faut pas crier quand on parle avec les personnes âgées, ne serait-ce que ça. Entre autres. Donc ça, c'est déjà important de savoir que le personnel, quand il arrive, apprenne la norme pour ne pas dire « c'est normal, avec l'âge, ils font ça ». C'est normal, à leur âge, ils n'ont pas besoin de manger. C'est normal, à leur âge, ils n'ont pas besoin d'eux. Et on réfléchit à leur place, et le tout dans la formation, c'est de pouvoir présenter d'abord la personne en tant que personne. C'est vraiment ça, c'est mon cheval de bataille. Présentons d'abord la personne. Ayons une photo pour nous rappeler quelque part qu'elle était comme nous, avant d'être malade, avant d'être ce qu'elle est devenue. Et ensuite, si vous voulez, dans cette formation, c'est expliquer comment la maladie se décline et pourquoi le comportement de l'autre ne doit pas me surprendre. Ceci dit, il me surprendra toujours parce que c'est un être humain dans sa complexité. Mais au moins que je puisse prévenir pour ne pas être maltraitant. Mais j'aime pas ce mot. Si j'ai mis un peu de temps à le mettre, mais parce qu'il est mis à toutes les sauces. Et d'un autre côté, je n'aime pas non plus le mot bientraitance, mais je le préfère. Parce qu'on est dans cette envie, ce que j'ai essayé de dire depuis tout le temps avec mes équipes, j'ai dit avec mes équipes et pas à mes équipes, c'est qu'il faut qu'on soit dans l'intention de bien faire à l'autre, dans l'intention de bien soigner. Et quand on est dans l'intention de bien soigner, on ne peut pas passer à côté de l'humain. Quand vous avez une personne qui est atteinte de ces maladies et qui est dans le refus de soins, je peux vous inventer des théories philosophiques au-dessus. Mais si je ne suis pas dans une organisation telle qui me permet de pouvoir revenir 5 fois, de pouvoir éventuellement expliquer à la famille que c'est pas grave s'il ne fait pas sa toilette aujourd'hui, je peux vous raconter la philosophie, mais le quotidien, il n'est pas ça. Le quotidien, il me faut l'organisation qui suit pour pouvoir le laisser vivre. Mais le laisser vivre arrive à un moment où on est en structure. Ça veut dire, est-ce que c'est de la maltraitance de faire la toilette à quelqu'un malgré lui, ou est-ce que c'est de la maltraitance de le laisser souiller et indirectement ne pas donner cette image entre parenthèses de dignité. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Ce sont des mots comme ça qu'on utilise dans nos discours
Et dans le fond, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pour le faire, ça, de même que quand il a envie de manger à ce moment, quand il me prend pour sa fille, par exemple, et que il me revient dans les formations, dans les rencontres des soignants, de me dire, oui, mais on n'a pas le droit de jouer le jeu. Mais on n'a pas le droit de jouer le jeu sur le plan éthique, certes, mais quand la seule porte d'entrée avec cette personne est effectivement à ce moment-là que je sois sa fille, pourquoi voulez-vous que je ferme la porte à lui rappeler tout le temps que je suis soignant? Quand Germaine pleure parce que sa maman ne vient pas la chercher à l'école, c'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un qui est à cet instant-là, à 8 ans, et qui veut que sa maman vienne le chercher à l'école, vous ne pouvez pas lui dire « Mais s'il vous plaît, madame, votre maman est morte », ce que disaient les autres patients, et auquel cas, vous imaginez le traumatisme. On pouvait la raisonner, mais si vous ne la prenez pas dans vos bras, et si vous ne lui dites pas « Germaine, venez, je vais essayer de trouver une solution », mais vous comprenez bien que vous êtes à côté, à côté du problème. Et par contre, ça, il ne faut pas le dire. Et d'ailleurs, vous avez compris qu'à ce moment-là, je vais l'appeler Germaine, parce que si je l'appelle Madame Lustucru, elle ne se rappelle même plus à 8 ans qu'elle était mariée, si elle vit le 8 ans. Et tout ça, ça nous interroge, parce que vous avez des gens qui sont à l'extérieur et qui nous disent « Attention, il ne faut pas les appeler par leur prénom. Attention, il ne faut pas les toucher. Attention, il ne faut pas jouer leur jeu. Attention... » Mais est-ce que vous savez de quoi vous parlez quand vous êtes au quotidien avec? Est-ce que vous savez ce regard humain quand il est complètement affolé et qu'il pense vraiment qu'il a raté l'école, ce que ça veut dire? Et est-ce que je peux, moi, soignant, faire fi de ça et ne pas répondre à cette demande d'humain d'abord avant de répondre à la question de l'homme, mais à la question du malade? Mais vous avez compris que tout ça, ça n'est pas appris dans les écoles. Et la formation, elle doit porter sur ça. Elle doit porter d'abord sur le fait qu'on soigne des humains. On soigne des humains, et particulièrement ceux-là qui nous interrogent sur nos normes. J'ai ma petite phrase comme ça, j'ai 2-3 phrases qui me sont propres et qui disent que seules les normes sont ébranlées, et si on ne sait pas sortir de nos normes, on ne peut pas communiquer avec ces gens. Et la deuxième phrase, un peu plus terre à terre, où je dis, ce sont des canals plus, mais nous n'avons pas le décodeur. Pour eux, le film fonctionne, mais nous, on n'a pas le décodeur. Et par malchance, ils ne décodent pas quand on veut. Par contre, ils décodent en permanence. Ça veut dire, si je suis dans une attitude d'écoute, si je suis dans une attitude de regard sur cet autre monégal, je ne peux pas ne pas entendre. Si vous saviez les histoires que j'ai entendues par des personnes qui étaient considérées comme étant complètement ailleurs, où le discours était incohérent, où il y avait des bribes de mots et ils ont su me raconter leur histoire, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, c'est simplement parce que j'avais mis les écoutilles de l'humain et non pas les écoutilles du médecin. Et ces deux-là, c'est ça qui est le plus difficile. Autant jusque-là, j'avais toujours appris qu'il faut que je me protège par ma blouse de cet autre, que je reste dans le raisonnement maladie et technique de soins, autant depuis 23 ans, ces personnes m'ont appris que toute ma médecine ne sert à rien. Quand vous avez quand je dis ça, ne sert à rien si elle n'est pas dans un contexte autre. Vous savez, j'ai appris sur le tas avec ces personnes. On avait une personne comme ça qui est rentrée d'une opération d'une fracture de col de fémur. Donc effectivement, j'étais jeune médecin à l'époque. Donc effectivement, on a remis les barrières. On s'était dit attention. En plus, on nous l'a renvoyée de l'hôpital, parce que ça aussi on pourra en parler, parce qu'elle faisait trop de bruit, parce qu'elle criait beaucoup et qu'on ne pouvait pas assumer. Donc on l'installe, Léa, dans le lit, et puis on met les barrières, et voilà. Puis je continue ma visite avec la surveillante. Et puis, à peu près 10 minutes après, je retrouve Léa dans le couloir, se tenant par la barre. Et là, vous vous arrêtez, vous dites, bon, 1, j'avais mis les barrières, donc elle a enjambé les barrières. 2, on m'avait appris qu'une fracture, ça fait mal. 3, on m'avait dit qu'il fallait le premier lever, le deuxième lever, la tension avant, la tension après, la rééducation et le kiné et le reste. Et vous regardez Léa dans les yeux et vous lui dites, mais qu'est-ce que vous faites, Léa? Puis elle vous regarde d'un air de dire, mais je fais ce qui est le plus naturel, je me suis levée, je marche. Et elle a fait toute sa rééducation toute seule. Elle en a boité, mais elle a fait sa rééducation toute seule. Et j'ai comme ça des histoires à vous raconter où vous vous remettez en question ce que vous savez. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai appris n'est pas valable, loin de là. Ça veut dire simplement que c'est
personne-là et l'être humain et le corps humain est au-delà de tout ça. Et si on ne sait pas s'interroger, ajuster et mettre notre science à leur service et pas l'inverse, ben on est à côté de quelque chose. On est à côté de quelque chose. C'est vraiment des interrogations en permanence, c'est vraiment un questionnement humain, éthique, mais y compris sur les pratiques qui est permanent avec. Après, on peut écrire des procédures. Hein, mais quelqu'un qui refuse de prendre ses médicaments, dont on sait pertinemment que ce sont des médicaments qui lui sont indispensables. On a les 2 choix et pas 3. L'obliger de le faire, on a plein de techniques, plein de savoirs pour le faire. On en a peut-être 3 parce que je viens d'en trouver la 3e, c'est éventuellement de tricher avec lui, de les camoufler dans des trucs, mais on n'est pas dans la relation et dans l'obligation d'informer le patient sur, vous voyez un peu comment les lois arrivent. Et la 3e solution, c'est de ne pas aller lui donner. Et on sait en âme et conscience quelles sont les conséquences. Et c'est toutes ces phrases, vous savez, d'âme et conscience, de devoir, de quoi faire et de ce qu'on a appris et des pratiques, des bonnes pratiques, vous savez, et de la traçabilité. Et vous comprenez qu'avec ces personnes, moi je veux bien qu'on me donne des solutions, mais celui qui va les trouver, je serai prête à le vénérer réellement. Mais tout ce discours, vous ne l'entendez pas beaucoup, parce qu'on est sur la recherche, on est sur le début de la maladie, on est sur ces personnes qu'on nous montre à la télé qui sont très bien, qui vont encore chez le coiffeur et qui sont avec leurs époux et épouses. Alors on peut effectivement me dire que ce n'est pas la majorité. Mais en tout cas, l'évolution de la maladie à un moment donné ou à un autre, si ces personnes ne partent pas avant, il amène toujours à cet instant-là. Et alors là, je n'ai parlé que de la personne elle-même, mais je ne vous ai pas parlé de l'environnement, je ne vous ai pas parlé de sa famille, et tout ce que ça impose aussi comme prise en soins et en charge. Comment vous arrivez à vous dépatouiller avec ça? C'est ça ma question. Parce qu'on peut faire ça dans la résistance, hein, finalement c'est comme ça que ça marche, mais bon, alors le jour où vous partez, qui fait le boulot? Bon. Alors, je crois que le fond du problème, il est là. Je fais partie de ces personnes qui ont toujours participé à la réflexion aux solutions proposées. Nous sommes dans un système, quand vous donnez une idée, une petite idée, on flambe et on construit autour, mais sans qu'on soit dans la globalité des choses. Ça veut dire, vous savez, on avait évoqué le problème de la prise en soin de ces personnes, on a sorti le projet architectural et le projet de soins global. D'accord, projet architectural. Faites les architectures que vous voulez, mais c'est les murs, ils sont faits pour contourner un projet. Mais on ne fait pas un projet dans des murs. Donc après, on a dit tous les jours, il faut que ce soit rond, il faut que ce soit long, il faut que ce soit rose, il faut que ce soit en premier étage. Bon, tout ça, c'est du baratin. Parce qu'effectivement, on se rend compte que tout ce qu'on fait n'est pas adapté parce que la personne humaine nous surprend tout le temps. Et d'ailleurs, je me permets juste de glisser qu'on commence le questionnement à nous dire, est-ce que légalement on a le droit d'enfermer quelqu'un dans un endroit Donc ça commence déjà à se poser la question, les unités fermées, tout le monde a couru dessus, unités fermées. Après, je passe vraiment sur tout ce qui est idée de ghetto, tout ça. On a dit qu'on ferait des projets de soins, parce que c'était le propre de ces unités, de faire un projet de soins individualisé. Soit. Du coup, on est à l'animation. Si c'est ça un projet de soins individualisé, je sais pas, moi j'ai raté mon métier. Après, pour arriver à ce soin individuel, comme son nom l'indique, il faut à chaque soigné un soignant. Et si ce n'est pas à chaque soigné un soignant, en tout cas pas à 10 soignés un soignant. Vous comprenez? Alors nous sommes passés du tout ou rien. Ça veut dire nous sommes passés de ne pas oublier. Moi, c'est ce qui a fait que je sectorisais en 95. Germaine s'attrapait des coups de canne et des coups de pichet de tout le monde. Alors je me suis dit, ces personnes, effectivement, c'est beaucoup plus noble de s'occuper de personnes en fin de vie, ou une personne qui a un accident vasculaire. D'ailleurs, Germaine faisait très bien les choses, à aller dépiquer les gens, enlever leurs sondes et tout ça. Enfin, voilà. Elle nous rappelait aussi à l'ordre de temps en temps. Donc on a créé un secteur. Et effectivement, on s'est dit, on va se doter des moyens pour prendre soin et pour faire quelque chose de particulier pour ces personnes. Le problème, c'est que les pouvoirs publics, probablement, ou nous, parce qu'on joue le jeu, quand je dis c'est pas toujours la faute des autres, on a très vite sauté sur le côté social de la maladie. Il faut quand même qu'on se rappelle, et ça c'est important, que c'est
la seule définition dans les démences, de la définition qui dit que ça a un retentissement social. Cette maladie a un retentissement social. Quand on a un cancer, on peut aller travailler. Quand on a une maladie de la mémoire, on ne peut pas aller travailler. On est dépendant des actes de la vie quotidienne, on n'est plus autonome pour ça. Partant de là, chacun de nous a sauté sur le fait qu'ils ont besoin de social. Donc on fait de l'animation. Comme si le soin d'une personne atteinte de cette maladie ne se résumait qu'en du soin occupationnel. Vous savez, ce mot aussi c'est joli, comme si on avait besoin d'occuper. Mais aller un peu au fond des choses et essayer effectivement de prendre le temps pour que cette personne reste ce qu'elle peut être en tant que personne. Je n'ai pas dit ce qu'elle doit, ce qu'elle peut être. Ça veut dire juste avec peut-être une apparence, avec un soin, avec un regard sur elle-même et avec une vie intérieure, qui ne se limite pas à jouer au ballon. Ben là, effectivement, ça demande un autre regard. C'est ça un projet de soin, du moins. Mais on l'a résumé à l'animation. Et maintenant, on nous dit, vous savez, il ne faut pas beaucoup de personnel dans une unité de soins. D'accord, mais quand vous avez gens qui se souillent 5 fois dans la matinée, ça s'appelle comment? Est-ce qu'on a les moyens et la possibilité de faire 5 soins à gens entiers? Et si on le fait, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des choses de telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas se déshabiller, à ce qu'ils ne puissent pas. Donc ça ne s'appelle pas de la contention, parce qu'on ne le contient pas. Ça s'appelle se mentir et contenir quand même. Vous comprenez? C'est là où on est complètement en discordance avec tout ce qui est imposé par la réflexion, qui s'impose à nous, nous l'imposons. Est-ce que la société nous impose de ces mots cachés derrière la dignité, derrière les conventions, et derrière les conventions, ça veut tout dire, quand on signe une convention, c'est vraiment une convention, quoi. Derrière les conventions sociales, derrière le discours où on nous demande le maximum, derrière des familles à qui on dit vous avez des droits, derrière des familles à qui on dit vous êtes des clients, derrière des personnes à qui on va dire vous êtes des résidents dans une résidence. Et ce soignant, quand il a un tantinet de réflexion et quand il est un tantinet dans le quotidien, il se rend compte que tout ça n'est pas possible parce qu'on a affaire à des malades, on a affaire à des malades différents, on a affaire à des malades qui nous interrogent sur le sens humain et sur le contact et la communication et ce qu'est un être humain tel qu'on l'a conçu, parce que c'est vrai que le comportement, il est complètement différent, complètement désocialisé, et avec des familles qui sont en souffrance, mais dont le seul recours est de nous enguirlander parce qu'on ne le fait pas comme eux. Et on a du mal à leur faire comprendre que le soignant est là pour essayer de faire tout ce que eux ne peuvent pas faire, à savoir aimer. Tout ce qu'on ne peut pas faire à leur place, à savoir aimer la personne. Donc vous voyez que tout ça est mélangé. Et après, on va demander aux soignants, on va rechigner sur la formation du soignant, on va rechigner sur le nombre du soignant. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'on explose réellement dans ce milieu? On va exploser. Je forme du personnel. Quand vous avez dans certaines grandes structures où on leur dit vous avez 10 minutes, rentrer et sortir dans la chambre. Et en même temps, nous avons exigence d'humaniser nos établissements. Est-ce qu'on peut me dire comment on peut dire bonjour, au revoir à quelqu'un en 10 minutes? Sauf que la famille, on lui tient le même discours. À la télé, on tient le même discours. Dans nos signatures, on signe des obligations de ce discours. Mais la faisabilité et cette personne qui a en charge l'autre en face, avec ses difficultés, comment elle fait pour être dans l'intention de bien faire? Je ne sais pas où on va dans nos... Vous comprenez qu'arrive un moment où on se dit stop, je ne peux plus mentir aux soignants, je ne peux plus mentir aux familles, et je ne peux plus mentir quand cet homme vulnérable me regarde droit dans les yeux et fait sa demande, ou du moins je fais ma promesse indirecte, mais que je ne vais pas pouvoir tenir, autre que dans l'instant. Voilà. Après, on sait très bien remplir des papiers, on sait très bien faire des commandes, et on sait très bien distribuer des médicaments et faire des piqûres. Et j'ai mis le bémol. Parce que quand ils n'ont pas envie de se faire soigner, vous savez, moi, la majorité, quand je leur dis je viens vous voir, je suis le médecin, il y en a qui me répondent on est content pour vous. Alors, voilà.
crois que ce qui sauve, c'est ça quand même. Bon, c'est toujours très déconcertant, mais il y a un humour. Moi, ça, j'arrive pas à m'y faire. Hein. Enfin, je crois qu'on s'y fait. Mais tant mieux, c'est très bien, c'est la vie. Hein. Il y a des réponses, c'est extraordinaire. Quoi. Il y a un niveau poétique. Bon, faut pas non plus, je veux dire, c'est difficile tout ça. Hein, mais quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. C'est encore de l'humour plus pur parce il est complètement imprévisible. On n'y pense pas du tout à ce moment-là et on n'y pense pas parce qu'on ne s'attend pas à cette fraction de seconde de lucidité où on est sur la même longueur d'onde. Donc, mais j'ai envie de dire qu'ils sont déplumés un peu de tout ce qui est convenance sociale. Mais aussi, vous savez, je mets aussi le bémol parce qu'on a aussi ces personnes, ils sont rares heureusement, qui sont tristes dans la maladie. Vous savez ce qu'on va appeler ces personnes, ces crieurs, ou ces personnes qui sont tout le temps tristes ou qui pleurent, mais on ne sait pas pourquoi. Et là aussi, qu'est-ce que c'est difficile pour un soignant de savoir. Alors après, on a beau leur raconter, vous savez, ils se rendent peut-être même pas compte, ils peuvent pas. Quand on n'a pas de mémoire, on ne peut pas souffrir parce qu'il faut se rappeler des choses. Enfin, vous voyez, ce qu'on dit pour se consoler, hein, mais c'est surtout pour se faire pour se consoler, je crois. Mais quand vous les voyez tout le temps pleurer, que vous fassiez, ça marche pas. Comment on peut être satisfait en tant que soignant et qu'est-ce qu'on peut apporter? Est-ce qu'on peut les garder dans leur chambre toute la journée? Ces personnes qui crient et qui incommodent tout le monde. On a aussi beau dire que c'est leur façon de s'exprimer, c'est peut-être leur façon de s'entendre, je peux vous raconter plein de choses que je dis. Mais c'est un constat permanent de notre incapacité d'accéder à la communication avec ces personnes. Et si je donne ces exemples difficiles, c'est dire que ce n'est pas... On n'a pas tout le temps l'autorisation d'aller où on a envie d'aller, mais des fois l'inaccessibilité à la personne nous fait poser des questions sur notre intérêt, sur notre rôle de soignant, quoi. À quoi je sers si je ne peux pas faire ça? Et à quoi sert laver cette personne si je ne peux pas faire autre chose? Vous savez, si je fais une toilette à quelqu'un, c'est pour qu'il soit bien. Si je donne à manger à quelqu'un, c'est pour qu'il vive bien. Et donc vous voyez, quand on ne sait pas poser de questions, il n'y a pas de souci, hein, on a toutes les réponses. Mais quand on travaille avec ces personnes qui nous obligent d'ailleurs, hein, je ne sais pas comment on pourrait faire autrement, à travailler sur l'humain, d'abord, je crois qu'on ne peut pas faire ce métier sans souffrance réelle. Hein. Alors quand on a le bonheur de faire un métier qu'on aime, ça va. Quand on a le bonheur d'avoir choisi ce qu'on fait, ça va. Mais quand on se retrouve là, parce qu'on ne peut plus dire qu'on travaille en gériatrie sans faire la rencontre de cette personne, on ne peut pas. Celui qui veut faire de la gériatrie juste de s'occuper d'une personne âgée, c'est pas dans nos établissements. 7 personnes sur 10 ont des troubles cognitifs. Et c'est certainement ni en les isolant avec les petites unités de 3, c'est ni dans les PASA, c'est pas l'endroit. Je veux dire, encore une fois, c'est pas ni l'architecture ni la concentration qui fait. C'est l'individualisation, la singularité de chaque personne. Mais pour soigner chaque personne, encore faut-il que j'ai en face de moi la personne qui est disponible, qui n'est pas complètement fatiguée, qui est formée, qui peut comprendre qui je suis et à la limite ce que je peux faire avec ma maladie et en même temps être dans des conditions de travail agréables. Hein. Nous avons des taux d'absentéisme qui tapent, alors là aussi, un taux d'absentéisme quand vous avez des stratégies de directeurs d'absence de remplacement. Bon, déjà, on avait eu les RTT, où effectivement il y avait des heures comme ça où il y avait moins de personnes âgées dans nos services, c'est normal, hein, donc vous prenez ces heures. On a des services où ils vous disent le week-end il faut être à service réduit parce que vous comprenez que les personnes âgées en week-end ils n'ont pas besoin de s'habiller, de voir leur famille, c'est le seul moment où on peut voir les familles, hein, ceci dit. Et vous avez la troisième catégorie maintenant, c'est qu'on peut ne pas les remplacer parce qu'on est en tel surnombre que quand vous avez une absence, parce que vous avez après des gens qui mettent des règles, moins de 3 jours on ne remplace pas. Pendant 3 jours, on peut supporter. Déjà, quand chaque soignant fait 10 ou 12 toilettes par jour, je ne sais pas comment on peut faire pour ne pas le remplacer.
Mais pour le remplacer, téléphonez demain à toutes les instances d'intérim. Ben, quand quelqu'un débarque dans un établissement où vous avez ces personnes difficiles, ben, croyez-moi, il vaut mieux ne pas qu'ils arrivent parce qu'ils ne font rien. Déjà, ces patients leur font peur, et ils ne savent pas comment se débrouiller. Et comment voulez-vous, vous qui avez appris à être aide-soignante, comment voulez-vous faire la toilette à quelqu'un qui s'oppose et qui ne veut pas et qui vous envoie balader, qui dit qu'il l'a faite? Donc, enfin, on mélange un peu tout dans notre discours, mais parce que tout est mélangé. C'est ça qui est compliqué. On ne dialogue vraiment qu'avec des gens avec qui on est d'accord, malheureusement. On se retrouve dans nos congrès entre nous. Hein. Bon, alors, mais ça, le seul endroit où éventuellement il peut se passer quelque chose, c'est effectivement la formation. Parce qu'en face, on pourrait se dire que on a des gens un peu vierges, ils ne savent pas, mais à la limite, ils sont quand même pour. Sans ça, ils ne seraient pas là d'ailleurs, ils ne se formeraient pas. Bon. Donc, on est quand même de part et d'autre sur un volontariat, une bonne volonté, quoi. On est pris dans le bon. Cela dit, comment dirais-je, même si je suis entièrement d'accord, je repense là au tout début, cette dame qui vous dit mais ma mère vient pas me chercher, bon, je comprends très bien qu'il faut surtout pas lui dire ce que vous disiez, faut surtout pas la remettre dans notre réel, c'est pas le sien, c'est plus le sien. Mais ça, mis à part, disons, l'expérience de la maladie, il y a aussi l'expérience personnelle. Ça veut dire, comment dire, ça s'improvise pas, ça s'apprend pas. Ce sentiment que il n'y a rien à dire, faut rien dire, effectivement, faut peut-être se toucher là, faut peut-être revenir à quelque chose d'extrêmement simple, qui probablement lui fera beaucoup de bien. Hein. Mais vous savez, après, je peux vous théoriser là-dessus et vous dire qu'il y a le savoir-faire et le savoir-être. Et le savoir-être ne s'apprend pas. Oui, mais alors comment on fait avec ça? On fait simplement en arrêtant la culpabilité des soignants et en leur disant soyez d'abord des humains avant d'être des soignants. Parce que soignant, c'est aussi être humain. Ça veut dire que quand on a appris le bon sens, quand on a appris ce qu'est la maladie et quand on a appris qu'un discours délirant, je peux vous tenir jusqu'à demain l'inverse, un discours délirant dans un cadre de la maladie, c'est un discours délirant. D'accord ? Si vous ne savez pas que c'est un discours délirant, la première intention est effectivement d'aller démontrer à l'autre qu'il a tort. Il va vous agresser. Absence de formation. Deuxièmement, d'accord, vous savez que c'est un discours délirant, mais vous êtes épuisé, vous n'allez pas pouvoir tenir la jambe à la personne, et donc effectivement, problème d'effectif. Troisième façon de faire, la personne a un discours délirant, vous êtes en face, vous savez qu'il ne faut pas faire, parce que vous venez juste de commencer, mais on vous a dit qu'il ne faut absolument pas infantiliser la personne. Donc vous voyez, donc, là aussi, je reviens à la formation et je viens à la désinformation. Hein, voyez, information, désinformation, effectif. Mais si vous appliquez ces trois quand vous faites l'information ou la formation de votre personnel, il reste la quatrième partie, c'est que vous en faites des frustrés. Parce que quand ils reviennent à leur établissement, et que par manque d'affectif, ils ne peuvent pas appliquer ce qu'ils ont appris, vous allez en faire des soignants frustrés et malheureux. Parce qu'ils savent comment il faut faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Ça se résume à ça. Vous savez, ça fait 2 ans que je crie « la dignité égale les bras ». Point. Et que celui qui me donne en gériatrie une autre définition, qu'il vienne me voir. Et qu'il vienne surtout m'expliquer comment il fait. Parce que tout ce qui est idée, on sait. Mais quand vous êtes dans la relation humaine en face à face, il faut l'appliquer, ça. Vous savez, on sort de toute notre puissance du savoir. On sort de ce... Mais enfin, moi, j'ai pas fait 8 ans d'études pour consoler Germaine. Comprenez ? Mais qu'est-ce que le soin ? Et ça aussi, c'est très frustrant. Des fois, vous avez envie d'aller comprendre, d'aller passer des examens, d'aller... Et puis vous dites, bon. Mais alors, oui, tout à fait. Vous voyez cette limite qui est dans le soin et dans... Parce que maintenant on a des psychologues. Hein, est-ce que c'est mon rôle à moi ? Parce que ça aussi, je ne voudrais pas non plus vous embêter avec. Mais vous savez, on en est à un stade où on ne parle plus à la personne. Ou quand elle a envie de s'épancher, on va lui dire « Ah non, c'est pas moi, ça c'est la psychologue qui s'en occupe. Hein. Et ça c'est pas moi, c'est l'AMP. Et ça c'est pas moi, c'est l'aide-soignante. » Voilà.
Comprenez, le médecin que je suis est en train de vous dire halte là, avant de répondre par des médicaments ou par des prises de sang ou par le reste, il y a l'humain. Mais je ne sais pas comment je pourrais faire mon métier autrement. Mais je suis consciente que je ne suis ni psychologue ni assistante sociale. Je suis simplement... Cette maladie touche de l'humain et son traitement passe par l'humain. D'une certaine manière, ça fait penser à la médecine de guerre, un peu. À la médecine de traumatisme profond, quoi, très compliqué, où il n'y a pas nécessairement de traitement. Éventuellement, un petit peu de tranquillisant, je veux bien, pour quand c'est massif et qu'on ne peut pas faire autrement, mais sans ça, c'est plutôt ce que vous dites. Et pour autant, c'est des médecins qui font ça, c'est pas des psys. Enfin, pour les troubles de comportement. Ces gens ont d'autres maladies. Oui, mais bien sûr. pour ces troubles de comportement, comment voulez-vous les gérer juste par des neuroleptiques ou par des anxiolytiques ou par... Ça peut pas. Parce qu'en plus, ce ne sont pas des troubles permanents. Comme on est dans cet instant-là, on est dans cette problématique-là. 5 minutes après, on est passé à autre chose. Donc voilà, on est obligé dans notre prise en soin. Vous savez, hein, quand on dit que la santé, c'est le bien-être physique, psychique et social, voilà, c'est jamais marqué médicamenteux d'ailleurs, hein, vous remarquerez, mais bon. Donc si je dois passer par le soin global c'est ça. C'est pas juste passer derrière et prescrire. Je peux prescrire de la relation. Vous savez, j'ai pour habitude aussi de dire, des fois je distribue des bis thérapeutiques. Je ne les embrasse pas, ces gens, mais ils ont besoin que je les embrasse. Au même titre que quand ils ont besoin d'un comprimé, je donne le comprimé. Après, si je prends, moi, de temps en temps, chez une ou deux personnes, cette bise comme étant une bise qui m'appartient, ça me regarde, mais en tout cas, quand je la délivre, elle n'est pas une bise pour moi, elle est une bise pour eux. Vous comprenez? Quand je donne ma main à quelqu'un, c'est parce qu'il a besoin que je donne ma main. Et c'est un traitement. Et c'est ce que j'essaye aussi de dire aux soignants. Attention, je veux dire, ceux qui vous disent de la distance, vous savez, la distance bienveillante, tout ça, je peux vous théoriser jusqu'à demain. Mais dans le quotidien, ils sont loin de ça. Déjà qu'on met les gants, qu'on met les blouses, qu'on met tout ça, c'est comme si l'autre était pestiféré. Mais l'autre, quand il me demande de toucher ma main sans gants, ben je peux tout à fait comprendre, ça fait partie de son soin, au même titre que quand il me demande de le toucher pour le laver. C'est mettre nos outils au service de cet autre. Et nos outils, c'est nos outils techniques, nos outils relationnels, j'ai bien dit, hein, c'est du soin. Alors après, vous en avez de l'enseignement sur le soin relationnel. Mais ça me fait sourire, c'est quoi le soin relationnel? Quand quelqu'un est très agité et que vous dites à un soignant, allez vous promener un peu avec lui. Il vous regarde, la première fois que vous demandez ça, il vous regarde et il va dire, mais j'ai le droit. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le droit de le contentionner? Ça va vous prendre autant de temps. Vous faites quoi? Mais c'est tout ça, c'est un enseignement qui est à faire. Et quand bien même, quand elle part faire cette promenade, eh bien, c'est du temps perdu pour les autres. Mais le compte est mauvais, puisque s'il est agité, et s'il est énervé, et s'il agite tout le monde, et s'il vous casse la baraque, de toute façon, le temps, vous allez le perdre. Mais on n'a pas cette conception des choses. Mais c'est du soin réel. C'est intéressant ce que vous dites là, sur l'histoire de la formation qui devient une désinformation et surtout il y a le mot déformation qui est là derrière. Donc en gros on vous paye à faire le contraire, à déconstruire ce que ceux qui vous payent pour ça enfin vous voyez, comment ça marche? Enfin je veux dire, comment... Vous voyez, comment vous arrivez à dialoguer? Je propose au directeur de faire passer la même formation à tout leur personnel, d'arrêter de former 2 jours par-ci sur je sais pas quoi et 2 jours par-ci sur... que tout le monde entende la même formation. Je les invite à venir là, mais une fois qu'on a fait ça, je leur dis, vous faites le choix et le calcul matériel. Ou vous essayez d'approcher au maximum cette approche-là, où vous allez avoir de la maltraitance dans votre établissement et ça coûte cher, ça coûte y compris la fermeture et ça on les sensibilise de plus en plus sur le numéro de téléphone à passer, on sensibilise les familles à le faire. 3e conséquence, vous allez avoir des soignants épuisés complètement parce que moralement, déjà ils sont en discordance entre ce qu'ils apprennent, ce pourquoi ils viennent et ce qu'ils font. Et vous allez avoir un taux d'absentéisme qui va vous coûter très cher et de l'épuisement professionnel qui va vous nécessiter 36 000 choses. Ils ne sont pas perdants dans le compte.
Après, nous sommes beaucoup aussi dans des générations de directeurs qui vous disent, mais j'ai des impératifs d'ailleurs. Vous savez, l'établissement privé, il n'y est plus. On est dans ces grands trusts, dans ces grands... Donc on nous dit, ça vient d'en haut, ça vient d'en haut, et on est dans un problème de rentabilité. Mais dans ce cas-là, qu'on arrête et qu'on sache ce qu'on veut dire. Je crois qu'il faut que les politiques assument, il faut que les politiques, dans le sens large du mot, les décideurs de ce pays, décident. Où on veut continuer à prendre soin des personnes âgées, mais dans ce cas-là, on prend soin convenablement avec les gros mots qu'ils utilisent, de dignité, d'humanisation et tout ça, où ils disent, comme dit Jean-Jacques Amiot, on décide qu'on les tue à partir de 80 ans et on n'a plus de problème après. Enfin, 80 ans, je ne sais pas s'il dit ça, 80 ans, mais il le dit à un moment donné. Et je trouve qu'il faut être honnête jusqu'au bout. On ne veut plus d'asile, on n'a pas voulu d'asile, on a quand même 15 000 morts à cause de bêtises d'hydratation et d'absence de projet et de non-connaissance. Qu'est-ce qu'on attend, la catastrophe? Tous les 3 matins, on a un établissement qui ferme pour des conditions inadmissibles. Mais entre les conditions inadmissibles et nous mettre la barre haute sans moyens, il y a des gens qui souffrent tous les jours. Ce sont les soignants d'abord, et j'y pèse mes mots. D'abord. Parce que s'ils ne sont pas en forme, ils ne peuvent pas apporter. Et ensuite, la personne âgée et sa famille. Donc c'est un choix à faire. Ou on continue à se faire. Mais je vous ai dit, quand vous êtes au quotidien, quand vous avez les mains dans les cambouis tous les jours, quand vous ne voyez pas ces gens 5 minutes et que vous ne savez même pas ce qu'ils font chez eux, parce que le domicile, on peut en parler aussi, hein. J'ai l'expérience du domicile et de la souffrance de ces familles, avec le saupoudrage tous les 3 matins, de leur dire, vous avez de l'accueil de jour, vous avez de l'APA, vous avez de l'accueil temporaire. Mais qu'on me dise où et comment, et quand on est dans des situations de crise, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Ce terrain-là, où on arrête les... Mais moi, je suis prête à ce qu'on arrête de nous culpabiliser avec le discours bien pensant. Et dans ce cas-là, on fait ce qu'on peut. Mais le discours bien pensant, la cherté des établissements, ça veut dire que vous êtes client et vous payez 2 000 €, on vous doit un minimum. Et cette exigence et cette incapacité du soignant et cette frustration du soignant, il faut que ça s'arrête. Moi, je n'ai pas connu des soignants gériatriques qui ne sont pas dans la demande de bien faire. Je ne connais pas. Ces gens-là ne restent pas. Dites-vous bien que la gériatrie, c'est tellement difficile comme boulot que quand on y vient par hasard et qu'on y reste, c'est qu'on a vraiment envie de faire ce boulot. Comme je dis, c'est ni les métiers. Vous savez, quand je commence une formation comme ça, je leur dis pourquoi vous êtes en gériatrie. Alors ils me disent j'aime bien la personne âgée, j'aime bien communiquer. Je leur démontre ça par A plus B parce que c'est pas là qu'on communique, c'est pas ces personnes-là, et c'est pas l'amour, et c'est pas la vieillesse, et c'est pas nos grands-parents. Et... Donc qu'est-ce qui les tient? Le salaire? Mais quand on y est dedans, au moins qu'on n'en tire pas trop la corde, sur la corde. C'est-à-dire, c'est des humains c'est le service des humains, mais il faut que quelqu'un soit à leur service aussi. Et ça, vous arrivez à vous dire, mais comment on va continuer à faire, quoi? Et on est dans les plans, et on est dans les aides, et il faut qu'on arrête notre hypocrisie. Nous ne sommes pas des résidences pour personnes âgées.